Bonjour et bienvenue à cette émission mixte Le Bulletin Azur et Bonapp. Aujourd'hui nous sommes le 13 décembre. Nous allons avoir deux émissions en une et vous allez comprendre pourquoi. Le Bulletin Azur, l'adresse de référence est à akms/le Bulletin Azur et nous tweetons à @WindowsAzurFR. Aujourd'hui, je suis avec Vincent et Steve, je vais vous laisser vous présenter. Steve d'abord peut-être. Bonjour, je suis Steve Savio, je suis directeur de projet pour la SS2I NeosSDI. D'accord, très bien. Et Vincent? Et donc Vincent Cordonnier, je suis délégué général de la Fondation Saint-Mathieu. Très bien. Eh bien, bienvenue. Vincent, pouvez-vous nous expliquer un peu ce qu'est la Fondation Saint-Mathieu, quelle est sa mission et comment est-ce qu'elle l'a fait voilà. La Fondation Saint-Mathieu a été créée il y a un peu plus de 2 ans, en 2010. D'accord. Elle a pour mission principale d'aider les établissements catholiques d'enseignement à financer leurs projets, et en particulier leurs projets immobiliers. Et pour ça, donc, elle fait appel à la générosité publique à la fois des dons et éventuellement des libéralités, des legs. D'accord. Et donc, par rapport à ça, elle a aussi une capacité un peu spéciale puisqu'elle est fondation abritante, ce qui veut dire qu'elle peut avoir sous son égide des fondations qui ont des objectifs plus spécialisés, objectifs régionaux en particulier. Aujourd'hui, elle a 9 fondations qui sont Poitou-Charentes, Gironde ou l'enseignement agricole. Oui, d'accord. Donc, soit au niveau géographique, il y a donc soit une distribution au niveau géographique, soit vraiment par sujet particulier, quoi. Voilà. Et ces fondations n'ont pas d'existence légale, mais elles ont une certaine autonomie de gestion qu'il faut prendre en compte dans notre fonctionnement au quotidien. D'accord, ok. On va parler un peu après de vocabulaire sur qui reçoit les chèques, etc. Comment est-ce que ça se passe typiquement, enfin un don qui est fait, je sais pas, au sein d'une école par exemple, comment est-ce que les choses se passent? Je dirais qu'il y a un peu 3 types d'opérations. Les opérations qu'on mène nous au niveau national, donc en général une opération de marketing direct, des gens qui envoient des dons, soit sous forme de chèques, soit sous forme de virements éventuellement, ou de prélèvements automatiques qu'ils nous autorisent à faire. Et on leur demande que ce soit des dons libres, on leur dit qu'on va affecter en fonction des urgences. Mais effectivement, il peut y avoir des opérations plus locales, faites par les fondations sous égide, ou par des écoles, en général pour leurs propres besoins. Donc elles passent par la Fondation Saint-Mathieu, c'est-à-dire qu'elles montent une opération d'appel à dons pour leurs propres besoins, et les donateurs feront un chèque à la Fondation Saint-Mathieu qui récupérera les dons et qui les traitera et fera les reçus fiscaux pour les généreux donateurs. D'accord, et donc ça passe par la Fondation dans ce cas-là parce que vous avez la capacité de défiscaliser, enfin en tout cas on est habilité à défiscaliser les dons. D'accord, ok, très bien. Bon, mais je vois plus clairement exactement ce que fait la Fondation. Et donc tout ça pour le bénéfice des enfants et des... Pour l'intérêt général de l'éducation des enfants, bien évidemment. Très bien. Et donc qu'est-ce qui vous a amené à aller vers le cloud? Quel était le besoin? Comment est-ce que vous avez rencontré Neos, etc. Alors au départ, nous, on avait un outil qui datait d'un certain temps et qui ne répondait pas du tout à ces besoins que je viens d'exprimer. On avait donc cherché sur le marché si on avait des outils qui pourraient être mieux adaptés à ce besoin. On n'a pas trouvé cet outil et en particulier, on n'avait pas ce problème d'affectation du don n'était pas pris en compte et cette complexité liée aux fondations sous égide n'était pas non plus prise en compte. C'était trop spécifique. Trop spécifique. Et on avait ce double besoin à la fois de gérer nos donateurs et nos prospects, donc d'avoir un outil de CRM et en même temps d'avoir un outil qui nous permettait de gérer les dons. Et donc on a fait donc un cahier des charges, un appel d'offres, et c'est NeosSDI qui nous a proposé la solution qui nous a semblé la plus cohérente, c'est-à-dire de gérer la partie CRM sur CRM Online, et puis d'avoir un spécifique dans Windows Azure. D'accord, donc en fait, il y a la partie très standard dans le logiciel et du spécifique à côté, et le tout dans des clouds qui font, de votre point de vue, un seul cloud, enfin un seul outil, mais voilà. Pour nous, en plus, l'intérêt, c'est que c'était transparent pour l'utilisateur. Oui, d'accord, très bien. Donc, je vois bien comment est-ce que vous êtes arrivé en contact avec NeosSDI. Très bien, Vincent, merci. Donc, Steve, du coup, vous avez répondu visiblement de la bonne façon. Peut-être avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, que fait NeosSDI? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la société? C'est un centre de service qui est spécialisé dans les technologies Microsoft. D'accord. Donc, un pure player Microsoft.
On est implanté sur 8 sites répartis sur 5 pays. D'accord. Surtout des pays européens et un site sur Seattle. Ouais. On a un centre de développement à Dijon. Ouais. On a 16 certifications Microsoft, dont 13 Gold, c'est les certifications d'entreprise. D'accord. Donc on représente vraiment Microsoft auprès de nos clients. Et c'est ce qui nous intéresse parce qu'on a un fort partenariat avec vous. On est très content aussi. Donc c'est très très bien. Ok, donc vous avez donc proposé une solution qui est intégrée à la fois CRM Online et Windows Azure. Donc deux clouds assez différents mais en même temps qui s'intègrent bien. Donc la partie qui est sur Windows Azure, c'est Scolaridon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait exactement, cette application? Oui. On a été obligé de prendre en compte l'intégralité du besoin du client qui couvrait son besoin d'un CRM classique coloré pour une fondation catholique. Et ça, du paramétrage suffisait à la limite? Voilà. Enfin, suffisait. Il faut le faire, mais c'est oui. ça. On a donc pensé tout de suite à CRM Online, Microsoft Dynamics CRM Online, avec du paramétrage. Et à côté de ça, on avait toute la gestion du don, qu'a expliqué Vincent tout à l'heure, où on avait vraiment des règles métiers et on devait faire du spécifique pour ça. D'accord. Et donc, la meilleure façon de répondre à ce CRM Online, c'était vraiment d'utiliser Windows Azure, avec cette, à l'époque, inconnue technique qui est comment on va pouvoir faire discuter les deux mondes ensemble. Et c'est là où on a mis en œuvre le savoir-faire de Neos pour y parvenir. D'accord, très bien. Qu'est-ce que fait Scolaridon fonctionnellement? Alors, Scolaridon permet à l'utilisateur de la Fondation de Saint-Mathieu de gérer les dons qui sont reçus par la Fondation grâce à un workflow. C'est-à-dire que je vais avoir la saisie du don, puis le passage à la banque en tant que versement, l'édition des reçus fiscaux, la comptabilisation du versement, et ensuite la deuxième partie, c'est le reversement de ces dons-là vers les affectataires, qui peuvent être donc la Fondation Saint-Mathieu elle-même, les fondations sous égide, et bien sûr les écoles, aussi. les écoles finales, à la base. Et même plus spécifiquement certains projets des écoles. D'accord. Donc c'est là où le donateur a la possibilité de faire pointer son don vers un projet bien spécifique, d'une école bien spécifique. D'accord. C'est pour ça qu'on avait besoin de ces règles de gestion-là. D'accord. Donc on a une interface avec la comptabilité de la Fondation Saint-Mathieu. Donc elle est hébergée complètement ailleurs. C'est ça. Dans un autre cloud ou chez un autre hébergeur, je ne sais pas. Et puis également une interface avec les banques qui sont hébergées ailleurs aussi. C'est ça, c'est-à-dire que la Fondation Saint-Mathieu a un cabinet comptable qui utilise un logiciel. Et pour alimenter ce logiciel, nous ont fourni un format. On leur fournit au moment de la comptabilisation des versements et des reversements un fichier plat contenant les informations qui vont bien avec les bons comptes comptables, crédit, débit. Donc avec des mécanismes d'exportation de fichiers, choses comme ça, voilà. D'accord. Et pour l'interface avec le système bancaire, c'est un peu la même chose. On traite les virements vers les écoles affectataires et aussi les autorisations de prélèvement automatique des donateurs, qui peuvent donner soit directement un chèque, donc là c'est très simple, mais aussi qui peuvent dire vous pouvez me prélever tous les 2 mois pendant 1 an pour tel projet. Donc là comment ça se passe du point de vue Scolaridon? C'est là où on initie en fait le prélèvement automatique et ensuite c'est la banque qui le fait automatiquement, c'est ça? L'utilisateur averti de CRM Online de Fondation Saint-Mathieu va dans la fiche du contact associer une autorisation de prélèvement à l'une des banques de ce contact. Et ensuite, Scolaridon va interroger la base de données du CRM Online pour savoir, à la demande de l'utilisateur de Scolaridon, quels sont les prélèvements automatiques à traiter sur le mois courant. D'accord. À ce moment-là, des versements seront créés automatiquement, des bordereaux seront créés automatiquement, jusqu'à la comptabilisation de ces prélèvements automatiques. D'accord. Et alors, il y a une spécificité aussi qui m'a étonné quand on en a parlé juste en préparant, c'est que effectivement les données fonctionnelles ne sont stockées que dans CRM Online. En fait. C'est ça.
C'est-à-dire qu'on a pris le parti d'utiliser vraiment à fond la base de données de CRM Online et de ne pas avoir à répliquer ces données côté Azure pour une facilité de rapprochement des données. De la même manière, les reçus fiscaux qu'on va générer au format PDF sont stockés du côté CRM Online pour qu'ils soient en face des donateurs qui y sont adressés. D'accord, ok, très bien. Intéressant, effectivement. Donc, on a quelques copies d'écran de l'application. Donc, là, je pense que c'est le premier onglet sur la partie Workflow. Donc là, c'est l'utilisateur de Scolaridon lance l'application, tombe sur cet écran de base qui permet de saisir les versements des donateurs vers des affectateurs. D'accord. Voilà, donc là, c'est en vrai une application de gestion assez classique avec le workflow qui est représenté par les quatre onglets en haut de la page. D'accord, donc là on avait les versements, là on a les bordereaux. Oui. Donc, ce sont les bordereaux de remise en banque de ces versements. D'accord, et puis après il y a les reçus fiscaux et les reversements qui existent également. En termes d'interface, en fait, comment est-ce que les choses se passent? Alors déjà entre CRM Online et Windows Azure, et puis également la connectivité. Enfin, la connectivité, on en a parlé, en gros, ce sont des transferts de fichiers avec des exportations de fichiers, et les utilisateurs les réimportent dans le système de l'autre côté. Donc il faut que les fichiers soient au bon format. Au niveau authentification, comment est-ce que ça se passe? L'intérêt pour l'utilisateur final, qui n'est quand même pas trop technophile, c'est d'avoir un système unique avec lequel il peut interagir pour saisir ses données, que ce soit CRM ou Azure, il ne doit pas voir vraiment la différence. Donc l'idée, ça a été de mettre en place un SSO qui permet à l'utilisateur... Single sign-on. Qui permet à l'utilisateur qui est connecté au CRM Online, de ne pas avoir à se reconnecter sur Scolaridon sur la partie Azure. D'accord. Donc, au moment où on a ouvert le compte CRM Online, qui est un compte Office 365, on a utilisé les credentials d'Office 365 pour permettre à l'utilisateur de Scolaridon d'être authentifié également dans le CRM. Donc, le passage de l'un à l'autre est transparent. D'accord, ok. Donc ça, ce sont des comptes Office 365, donc c'est ce qu'on a appelé des Live ID Pro à une époque, qui maintenant est en train de devenir Windows Azure Active Directory. Donc vous avez vu un peu la transition se faire pendant le projet, d'après ce que j'ai compris. Ça a été un peu compliqué, mais on a quelque chose de fonctionnel aujourd'hui, donc c'est tout à fait faisable même aujourd'hui. Oui, parce que bon, pour dire juste les choses, en fait, la Windows Azure Active Directory est en train d'être repris depuis Office 365. Et donc, il y a des outils de développement qui simplifient cette authentification, mais qui sont en train d'être mis en place. Et donc là, vous avez fait le projet pendant la transition. Donc effectivement, c'était un peu compliqué. Mais bon. En tout cas, vous avez pu gérer les choses. Et en tout cas, du point de vue de l'utilisateur, ça est complètement transparent maintenant. C'est fonctionnel, ils en sont contents. Et les choses seront de plus en plus simples. Très bien. Sur la partie... donc là, on voit aussi un peu sur un schéma... un peu comment les choses sont liées. Donc l'utilisateur, il voit d'un côté CRM Online, on voit de l'autre côté... Alors CRM Online lui-même parle avec Windows Azure et l'utilisateur peut se connecter à l'un ou l'autre. C'est ça. Et puis c'est là où on voit qu'il peut se connecter aussi aux banques et à la comptabilité, c'est ça? C'est ça. C'est-à-dire que Windows Azure, l'application Scolaridon va utiliser la base de données CRM Online via les web services exposés par CRM Online. D'accord. Voilà, c'est ça l'idée. Et du coup, va aller récupérer des données pour les afficher dans Scolaridon et aller mettre à jour des données pour qu'elles soient comptabilisées côté CRM Online. C'est-à-dire que, par exemple, je vais aller créer des versements dans la base de données CRM Online sur des entités custom que nous avons réalisées. Pour permettre d'avoir des statistiques sur ces versements qui sont hors Scolaridon. Ah oui, ce qui permet en plus un développement plus rapide, puisque du coup, le fait de créer des entités dans CRM Online est assez simple. Et après, le fait de les exploiter depuis Windows Azure est aussi assez simple, puisque ce ne sont que des appels de web service. Exactement, c'est ça. D'accord, ok. Très bien.
Techniquement au niveau Windows Azure, d'après certains schémas d'architecture, j'ai vu que c'était un web role avec 2 instances et un worker role avec 2 instances, donc qui communiquent l'un et l'autre. Donc le web role pour l'interface utilisateur et puis le worker role, j'imagine, pour faire des traitements d'arrière-plan. C'est ça, pour aller récupérer les données, faire un petit proxy, un peu de cache. D'accord. Et 2 instances, bien sûr, pour utiliser le SLA de Windows Azure. Oui, c'est ça. Donc on a 2 instances à chaque fois, effectivement, pour avoir la haute disponibilité. Et puis, un autre point intéressant, c'est la façon dont la Fondation Saint-Mathieu achète de l'Azure, en fait. Comment est-ce que ça se passe? Alors, nous leur avons proposé d'héberger leur compte Azure avec notre souscription d'entreprise NeoSSDI pour les refacturer derrière. Pour plus de simplicité, à la fois pour nous et pour eux, on a directement la main sur leur environnement pour pouvoir redéployer de nouvelles versions si besoin. Et eux, ils n'ont pas cette problématique de facturation mensuelle, d'aller vérifier où ils en sont. Oui, si la bande passante ou le nombre d'IO qu'il y a eu sur le blob storage ou savoir si effectivement le nombre de CPU déployés correspond bien. C'est ça, donc on gère ça pour eux dans le cadre d'un contrat global de maintenance applicatif plus hébergement. D'accord, ok, très bien. Alors maintenant passons aux outils de développement également. Donc vous utilisez Visual Studio. Visual Studio. Sur ce projet, ça a été Visual Studio 2010. D'accord. Plus TFS 2010. Ouais. On a fait réaliser ce projet par notre centre de développement à Dijon. D'accord. Du coup, TFS nous a bien aidé pour tout ce qui était la transmission d'informations entre moi qui suis du coup dans les locaux de Paris en frontal avec le client et ce centre de développement à Dijon pour déposer tout ce qui est documentation, les spécifications fonctionnelles, le dossier d'architecture sur le portail SharePoint de Team Foundation Server. Donc vous n'allez pas tous les lundis matins à Dijon pour... Non, j'ai arrêté ça. Je suis allé 2 fois pour expliciter voir clairement les spécifications fonctionnelles parce que c'est quand même un métier un peu à part bien on n'a pas l'habitude d'adresser. Mais depuis, on travaille par TFS interposé avec toute la gestion des work items qui va bien. D'accord. Et c'est assez simple de pouvoir utiliser ça dans un mode de fonctionnement en cycle en V, représenté par le pattern CMMI dans TFS. D'accord, oui, donc le template, c'est un template CMMI en l'occurrence, d'accord. Et donc les work items, il y a gestion des bugs, etc. Enfin, les choses classiques. Gestion du code source, des work items de type task, des work items de type bug, quand il y en a. Oui. Voilà. On n'est pas à l'abri qu'il y en ait. Oui. Et, ça peut arriver. Oui. Mais ça va, ça se passe vraiment très bien grâce à TFS. D'accord. Bon, très bien. Donc ce développement et ce déploiement se font sur Windows Azure. Alors juste avant de passer sur la partie environnement, donc là on voit en fait qu'on a les différents postes de développement qui sont en Visual Studio 2010, le gestionnaire de source TFS, le réseau local et puis après le fait que le déploiement se fasse sur CRM Online et sur Windows Azure. C'est ça. Donc pour aller, excusez-moi, un peu plus loin sur ce sujet, on a donc notre plateforme de recettes internes avec une autre souscription Windows Azure, plus un CRM Online de test. Et pour la recette client et la production, on a donc une autre souscription Windows Azure et le CRM Online du client. Donc ça nous permet de vraiment bien distinguer les choses. Aussi en termes de facturation. Oui, d'accord. Oui, donc, et puis même en termes de droits, ce ne sont pas forcément les mêmes personnes qui ont le droit de déployer en recette, en développement et en production. Donc effectivement, le fait d'avoir des abonnements différents pour la production et pour le reste est quelque chose effectivement d'assez pratique et d'important. Très bien, donc un projet globalement qui se passe bien. Il en est où actuellement? Là, on est en phase de recette client. Donc on a quasiment fini la recette interne. On a encore un peu quelques détails sur lesquels on travaille. On a déployé la recette client, on a fait déjà 2 itérations et on est pour une mise en prod d'ici la semaine prochaine. Très bien Steve, merci en tout cas de nous parler de ce projet qui a l'air de très bien se passer. Merci Benjamin.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci d'être venu. Donc d'abord, juste un mot sur l'émission Bonapp. Donc vous pouvez la retrouver à visualstudio.fr/bonapp. Si vous avez un projet ou des questions, n'hésitez pas à nous contacter soit à msdnfr@microsoft.com, soit à ce numéro de téléphone 01 45 36 77 17. En tout cas, merci d'être venu et puis à bientôt. Merci. Merci, à bientôt.